Bon, alors je dis une fois pour toutes, hein, on m'a dit que les Français étaient des veaux, qu'il fallait pas parler comme ça, que les gens n'y comprenaient rien. Tout. Moi, j'ai pris depuis 7 ans le parti inverse, de m'adresser à mes compatriotes comme à des gens intelligents. En fait, c'est pas que les Français sont bêtes, c'est qu'on leur parle comme à des imbéciles. Systématiquement, on veut les rendre bêtes. Mais lorsqu'on parle aux Français comme à des gens doués de raison, comme à des adultes, et qu'on leur montre des graphiques et qu'on leur commente, les Français comprennent très 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 bien. C'est d'ailleurs ce qui fait que le succès de l'UPR, pour la première fois, on a un parti qui s'adresse à ses compatriotes comme à des adultes. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. L'alinéa 2 dit: l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. Ça veut dire qu'il va falloir convoquer un conseil des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et dire: messieurs, mesdames et messieurs, la France a décidé de sortir de l'Union européenne. Il s'agit de la notification officielle au titre de l'alinéa 2 de l'article 50 du traité de l'Union européenne. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Il faut donc, 1, notifier, 2, négocier un accord de retrait. On va voir tout à l'heure ce que c'est que cet accord de retrait. En tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union, cet accord est négocié conformément à l'article 188N, paragraphe 3 du TFUE. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Donc, on négocie un accord. Ensuite, il faut avoir la majorité qualifiée du Conseil. C'est mieux que l'unanimité. Certains disent: mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne sera pas possible de négocier cet accord. Les autres États vont l'empêcher. Donc, en fait, ce que vous nous proposez n'est pas sérieux parce qu'on ne va pas pouvoir en sortir. À quoi je réponds 2 choses. La première chose, c'est: qu'est-ce qui vous assure que les autres États voudraient mettre des bâtons dans les roues des Français? Moi, je fais le pari absolument inverse. On l'a d'ailleurs vu récemment lorsqu'on a appris qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre Cameron voulait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Moi, ce que je vois, c'est que le seul État qui a protesté, qui d'ailleurs a imposé à Cameron de reporter le référendum, ce sont les États-Unis d'Amérique. En attendant, lorsqu'on a appris que le Royaume-Uni voulait sortir de l'Union européenne, moi, je n'ai pas entendu une seule personne en France, un européiste, dire: on va les en empêcher. Pas vrai du tout. Donc c'est exactement la même chose lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne. Les autres pays vont pas dire: on va les empêcher. C'est d'autant plus pas ça qui va se passer que ce qui se passera en réalité, c'est que les Néerlandais, les Tchèques, les Hongrois, les Britanniques, qui ne l'ont pas fait avant, diront: mais ils ont raison, les Français, on va faire comme eux. En d'autres termes, c'est pas qu'on aura des bâtons dans les roues, c'est qu'on aura un phénomène d'effet de souffle où on embarquera avec nous la moitié de l'Europe. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé historiquement, l'histoire me donne raison. Donc ça, c'est la première remarque que je fais aux gens qui vous disent: on va mettre des bâtons dans les roues. Puis la deuxième remarque, c'est surtout que je veux dire, en plus de ça, vous ne connaissez pas le traité parce qu'il y a un alinéa qui est à l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Alors, il y a des gens qui, décidément, me cherchent des noises et qui me disent: vous vous rendez compte, avec votre article, on est obligé de rester 2 ans dans l'Union européenne. Mais je dis: mais non, c'est le contraire qui est vrai. C'est 2 ans maximum. Parce que si on n'arrive pas à aboutir à un accord de retrait, à défaut, ça veut dire au plus, 2 ans après, c'est terminé, on en sort de plein droit. Donc ce n'est pas 2 ans minimum, c'est 2 ans maximum. Et si d'aventure on n'arrivait pas à avoir un accord de retrait, on en sort au bout de 2 ans maximum. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'est cet accord fixant les modalités de retrait, parce que c'est très important à comprendre pour que vous compreniez l'architecture, comment ça va se passer. Entre J et J+7, le président de la République nouvellement installé présentera donc aux Français une réforme constitutionnelle destinée à abroger les articles 88, alinéa 1 et alinéa 2 de la Constitution française. Et pourquoi cela? Mais parce que notre cher Nicolas Sarkozy, en parfaite connivence avec le Parti socialiste, l'UMP, le MoDem et EELV, nous a mis ce que les Américains appelleraient une poison pill, c'est-à-dire que dans le dos des Français, par la procédure du Congrès, a été intégré dans la Constitution française un article 88, alinéa 1, qui dit: la République participe à l'Union européenne. Les constituants d'État qui ont choisi librement d'exercer en commun, etc., la France n'a pas choisi librement,
puisque le TUE et le TFUE résultent du traité de Lisbonne, lequel traité de Lisbonne a été adopté par la procédure du Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, en violation du vote des Français du 27 mai 2005, qui avaient voté non à 55% à la Constitution européenne. Or, ces deux traités sont un copier-coller de la Constitution européenne. Donc déjà, vous voyez le cynisme. Mais en attendant, ça c'est un constat, en attendant, nous avons un article de notre Constitution qui précise que la République participe à l'Union européenne. Il faut donc faire sauter ce verrou, cette poison pill, cette pilule empoisonnée qui a été placée dans notre dos, dans la Constitution française, pour respecter, rappelez-vous, l'article 50 qui dit que les États peuvent sortir conformément à leurs règles constitutionnelles. Il faut donc nettoyer la Constitution de ce passage. Il faut également nettoyer la Constitution d'article 88 alinéa 2 qui prévoit que la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen. Donc, eh bien, il faudra donc convoquer, dans les jours suivant l'élection, un référendum pour proposer aux Français d'abroger ces deux dispositions. Pendant que nous y serons et que nous convoquerons les Français par référendum, on leur proposera également d'autres suppressions ou d'autres modifications de la Constitution afin que les Français aient le sentiment, plus qu'un sentiment, puissent constater concrètement à quel point, d'un seul coup, les choses vont changer. Et puis, donc ça sera le paquet de réformes constitutionnelles qui sont des réformes lourdes quand même. Entre J+30 et J+50 interviendront les élections législatives. Sans remonter à 80, tout le monde a à l'esprit, c'est passé en 2012. En 2012, les Français ont élu, dans un geste de lucidité extraordinaire, ont élu François Hollande, qui restera un des très grands chefs d'État de l'histoire de France, à l'évidence. Mais le croirez-vous, il y avait une Assemblée nationale de droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la même chose qu'en 81. Les socialistes ont eu la majorité absolue, un changement complet, parce que les Français ont voulu donner à François Hollande les moyens de gouverner. On en voit d'ailleurs les résultats. Donc, moi, ce que je dis, évidemment, je n'ai pas de certitude, mais ce que je dis, c'est que ce qui est difficile pour nous, c'est l'élection présidentielle. Bien sûr, c'est ça le gros morceau. Il faudrait déjà avoir les 500 parrainages. Je pense qu'on les aura en 2017. Il faudrait pouvoir passer dans les médias, c'est ça qui est important. Mais si j'arrive à être élu, ce sera un tel bouleversement de la situation politique, un tel changement de cap énorme qu'il y aura un effet de souffle, comme je le disais tout à l'heure, et que la difficulté ne sera pas, me semble-t-il, d'avoir ensuite une majorité à l'Assemblée nationale. D'autant que le succès appelle le succès. Alors, muni de cette majorité, à ce moment-là, avant J+2 mois, après donc qu'on aura eu le référendum qui, je pense également, aura toiletté la Constitution, comme je l'ai dit, donc nous aurons clarifié les règles constitutionnelles. À ce moment-là, muni d'une majorité de députés approuvant la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et ayant toiletté la Constitution de la République, eh bien, le président de la République informera officiellement nos partenaires et l'ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques de la décision souveraine de la France de quitter l'UE et de sortir de l'euro conformément aux dispositions juridiques de l'article 50. Voilà, la France a décidé de sortir de l'Union européenne. Donc, de ce jour date la notification officielle en vertu de l'alinéa 2 de l'article 50. C'est à partir de ce jour que commencent à décompter les fameux 2 ans maximum avant la sortie de l'Union. La notification officielle entraîne l'ouverture d'un accord de retrait. C'est donc le deuxième morceau important de la procédure à suivre, c'est la négociation de l'accord de retrait de l'Union européenne. Alors, si on sort de l'Union européenne, la meilleure image que je peux prendre, c'est de comparer ça à un divorce. Un divorce, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas vrai. Il y a des affaires à régler. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'accord de retrait de l'Union européenne. Avec l'accord de retrait, il va falloir trancher régler les problèmes existants. Parce qu'on n'a pas passé 57 ans depuis le traité de Rome à partager le lit, si j'ose dire, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Italie, etc. On ne va pas que les quitter comme ça. Il y a quand même des choses qui existent entre nous. Qu'est-ce qui existe entre nous? Eh bien, il y a d'abord les traités. La France est actuellement liée à l'Union européenne par 521 traités, dont les 2 principaux que vous connaissez, le TU, porte bien son nom, traité de l'Union européenne, le TU, et le TEFU,
le TFU, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui porte bien son nom aussi d'ailleurs. Eh bien, à part ces deux traités, il y a par ailleurs, je suis allé faire des recherches archéologiques au ministère des Affaires étrangères, nous avons 521 traités où la France est partie, PARTIE, elle fait État partie, est un État membre de traités qui concernent la communauté économique européenne devenue Union européenne. Alors par exemple, vous avez un traité, un accord entre la communauté économique européenne et l'Australie sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous avez un accord sur l'entrée, je sais pas quoi, l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. La création d'un institut universitaire européen, ça date de 72, d'autres de 96, etc. Donc vous avez ces traités, il y en a 521. Eh bien, il va falloir les examiner. Bon, il y en a comme ça sur toute une série de sujets. Il va falloir que les diplomates regardent ça. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça ne sera pas si compliqué que ça. La question de ces traités sera assez facile à résoudre, car soit la France n'en sera plus État partie du fait de la sortie de la France de l'Union européenne. Donc on dit à la limite, tous ces 521 traités, point bas, on n'en fait plus partie, terminé, puis on règle l'affaire en une demi-journée. Hein. Éventuellement d'ailleurs, on pourra envisager ou non de leur substituer un nouveau traité bilatéral avec la France. Par exemple, on peut très bien envisager d'avoir un traité bilatéral avec l'Australie sur le commerce de la viande de mouton. Pourquoi pas, si on sort de l'accord entre la CE et l'Australie sur la viande de mouton. Soit la France négociera avec les autres États parties de l'Union européenne d'en rester partie si cette présence est souhaitée par notre pays, acceptée par les autres. Après tout, on peut sortir de l'Union européenne et envisager de rester dans le traité concernant l'accord entre les pays de l'Union européenne et l'Australie sur la viande de mouton. Peut-être que ça sera plus simple en définitive. En tout cas, il faut en parler. Il faut en parler avec nos partenaires, savoir qu'est-ce qu'on fait. En parler en bonne intelligence. Hein. Vous savez, tous les divorces ne se passent pas mal. Il y a aussi des divorces qui se passent bien. Où la France devra par ailleurs convenir avec ses partenaires de toute une série de détails techniques pour mener à bien ce divorce à l'amiable. Par exemple, l'accord de retrait devra trancher à partir de quelle date la France cesse de verser de l'argent à l'Union européenne. Actuellement, j'y reviendrai tout à l'heure, la France donne en gros, bon an, mal an, 21 milliards d'euros à l'Union européenne. Et ça ne se fait pas comme ça le 1er janvier. Ce sont des prélèvements, notamment sur les droits de douane, sur la TVA, qui abondent le budget européen. Donc à partir de quel moment on arrête ces versements? Ça fait partie de l'accord de négociation. On pourrait dire, si on était méchant, on arrête tout de suite. Et là, on est sûr de se mettre à dos les autres. Si on est un petit peu plus intelligent et diplomate et si on veut faciliter les négociations, on peut dire, bon, attendez, on va pas être chien, on va continuer, on va diminuer progressivement, mais d'un autre côté, vous nous facilitez la tâche sur d'autres sujets. C'est ce qu'on appelle une négociation internationale. Ça peut se passer en très bonne intelligence. De la même façon, il faudra trancher à partir de quelle date la France cesse de recevoir des fonds de l'Union européenne. Ce que reçoivent les agriculteurs, par exemple, au titre de la politique agricole commune, ou les régions au titre du FEDER, ce qui est dans les tuyaux, vous savez, des autorisations de programme, des crédits de paiement, tout ça, c'est assez compliqué. Bon, qui paye quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on fait? Qui se substitue à quoi? À partir de quand, par exemple, les subventions versées aux agriculteurs par l'Union européenne seront, à partir de quand c'est la République française qui se substituera à l'Union européenne en versant directement les fonds aux agriculteurs? À partir de quel jour, quelle heure? Vous voyez, donc tout ça, c'est des négociations techniques, comptables, un petit peu calées. De la même façon, solder les comptes entre la France et l'Union européenne, comme vous l'imaginez probablement, si vous êtes un peu comptable, si vous avez une notion de comptabilité, des relations de cette nature, vous avez certainement des centaines et même des milliers de comptes qu'il va falloir solder les uns après les autres et de régler la question. Hein. Voilà. Il faudra également définir à partir de quelle date les représentants français au Parlement européen cessent leur mandat. Nos députés européens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, par exemple, commence sa 31e année de député européen. Il l'a déjà été pendant 30 ans, de 1984 à 2014, et il recommence. Donc M. Le Pen, qui d'ailleurs au passage a dû se mettre au bas mot 5 millions d'euros nets d'impôts dans la poche au titre des rémunérations de députés européens, je ne parle même pas des frais de secrétariat qui sont beaucoup plus dodus. M. Le Pen, il va falloir un jour lui dire, ça y est, c'est comme finita la commedia, terminé. Et puis la fille aussi, elle a déjà touché 1 600 000 euros, ça lui a permis de payer sa nouvelle maison. Là. Puis M. Mélenchon aussi, puis les gens du parti de gauche, tout ça, c'est fini. Allez, voilà, on rentre à la maison, vous ne touchez plus l'argent de député européen. Mais à partir de quand? De la même façon,
ce que devient le Parlement européen de Strasbourg. Il n'y a plus de raison, d'ailleurs ça ne pourra plus avoir lieu, que le Parlement se tienne à Strasbourg. Ça tombe bien parce que tous les autres États européens en ont assez. Ils ne veulent plus aller à Strasbourg, ils veulent que toutes les sessions aient lieu dans le Parlement de Bruxelles, puisque vous connaissez peut-être, sinon je vous renvoie à la conférence que j'ai faite, qui s'appelle «L'Europe, c'est la paix», mais ça s'écrit P-A-I-E, qui montre tout l'argent que les gens reçoivent. Vous savez donc qu'il y a deux hémicycles, deux parlements, l'un à Strasbourg et l'autre à Bruxelles, et les députés européens en ont assez. Eh bien, nous dirons, c'est fini, il n'y a plus de Parlement européen à Strasbourg. Mais nous avons prévu une solution pour nos amis strasbourgeois, nos compatriotes strasbourgeois, dont ils n'auront pas à se plaindre. J'en parlerai tout à l'heure. Ça sera une solution qui leur sera très favorable. Nous parlerons également de ce que deviennent les représentations diplomatiques conjointes avec d'autres pays de l'Union européenne. Il y a des endroits un peu improbables, comme à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, où c'est le même bâtiment qui abrite l'ambassade de la République d'Allemagne et de la République française. Nous établirons également à partir de quelle date les fonctionnaires français employés dans les institutions européennes, les fonctionnaires qui sont à la Commission, les fonctionnaires qui sont à la Banque centrale européenne, les fonctionnaires qui sont à la Cour de justice de l'Union européenne, etc., cessent d'exercer leurs fonctions. Et puis comment ils s'en vont. Si c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ou 12 ans, est-ce qu'il a droit à une prime de départ? Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de ces négociations qu'il va falloir mener, etc., etc. Les enseignements de tout ce que je viens de vous montrer sont importants, je crois. Le premier enseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Si on met les diplomates au travail, ce n'est pas toujours une mince affaire, et si on les met au travail, eh bien, il faudra en gros 6 mois ou 1 an pour régler ces questions. Peut-être qu'il y aura des points d'achoppement qui dureront un petit peu plus longtemps. Mais le fait que le traité prévoit 2 ans maximum est quelque chose d'assez bien vu. Probablement en 1 an, on aura à peu près tout réglé. Ça peut même aller beaucoup plus vite si on est plus expéditif sur certaines questions. Le deuxième enseignement, c'est que tous les points que je viens d'évoquer sont indispensables à régler. Vous en êtes conscient. On ne peut pas sortir de l'Union européenne comme ça. Les parlementaires français qui sont à la Commission, à la Cour de justice, au Parlement, les députés, tous les traités qui sont en cours, et on en fait quoi? Donc c'est extrêmement concret ce que je vous dis. Alors, dans la mesure où c'est indispensable à régler, ça prouve 3 choses. La première chose, c'est que l'article 50 du traité de l'Union européenne n'a pas du tout pour objet d'empêcher un État de sortir de l'UE. Il y a des gens qui le croient, qui me disent « Oh, mais Asselineau, il est d'une naïveté invraisemblable. Cet article est fait pour empêcher les pays de sortir. » Mais non, pas du tout. Il était fait, au contraire, pour que la sortie se passe le mieux possible, que ça se passe de façon ordonnée, avec bon sens, en concertation légitime avec les autres États. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera frontalière de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, du Luxembourg et, à travers la Manche, du Royaume-Uni. Notre objectif à nous est de rester en bons termes avec des voisins dont nous partageons l'histoire commune depuis 2500 ans. Donc notre intérêt collectif, à nous les Français, mais aussi aux Allemands, aux Italiens, etc., c'est que ce divorce se passe le mieux possible, à l'amiable. D'où la nécessité absolue de traiter entre gens adultes, entre responsables adultes, cet accord de sortie. C'est donc tout simplement du bon sens, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens, et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. Chacun rentre chez soi et en bon terme avec les autres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les partis politiques français qui osent dire que l'UPR ferait du juridisme, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des internautes, des partisans de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan qui brocardent notre volonté de sortir de l'Union européenne par article 50 en disant qu'on ferait du juridisme. Mais ils se moquent des électeurs. Parce que article 50 ou par article 50, il faudra bien régler ces questions.
Le plus fort étant, je l'ai déjà dit, qu'eux ne proposent même pas de sortir de l'Union européenne. Mais le troisième point, c'est que justement, les partis politiques qui dénigrent l'article 50, le Front National et DLF par exemple, n'ont tout bonnement pas étudié la question. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait de conférence comparable à la mienne. Ils n'ont pas étudié la question tout simplement parce qu'ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. C'est tout simplement ça. Donc ils n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait lorsqu'on sortira de l'Union. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir réfléchi et à le présenter publiquement. Ce qui confirme encore une fois à quel point nous sommes un mouvement honnête, compétent et fiable, puisque nous nous prenons à bras-le-corps les problèmes et puis on explique aux Français ce qu'il faudra faire. Les autres, ils font rien. Ce sont des fainéants qui se lancent des slogans et qui n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait s'ils arrivaient au pouvoir. Les critiques contre l'article 50, en fait, n'ont pour but que de tenter de contredire l'UP.